Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons partir dans une mise en abîme de l'horreur en analysant des films qui ont pu susciter en nous un petit peu d'effroi, de surprise, de peur et de questionnement, et bien sûr d'anxiété alors qu'on en avait vraiment, mais alors vraiment pas besoin pendant cette année. Le top 10 des vidéos de l'année est un rituel des youtubeurs qu'on connaît tous, mais j'aime bien le faire, j'aime bien m'y replonger un petit peu dans ma liste de films que j'ai pu voir au cours de l'année, parce que je tiens une liste de films voilà, que je vois à chaque fois, et parfois il y a des films que j'oublie le lendemain de leur visionnage, et ça me fait du bien donc de me replonger dans cette liste. Et donc j'ai pu constater en regardant cette liste de films, eh bien que je consommais pas seulement du cinéma de genre horrifique, mais aussi que je regardais des films un petit peu dramatiques, des comédies, enfin je regardais toutes sortes de films, et que c'était très intéressant de pouvoir voir ça, voir l'évolution de sa cinéphilie grâce à un tableau Excel. Vive Excel. Je pense qu'il est important que sa cinéphilie soit variée. Bien sûr, le cinéma d'horreur occupe la place numéro 1 dans mon cœur, évidemment. C'est ma plus grosse consommation de cinéma, et donc cette année, j'ai pu sélectionner donc les 10 meilleurs films, parce que j'en ai vu quand même pas mal. Je vous mets la liste à la fin de la vidéo de tous les films que j'ai pu voir cette année. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un panel et puis voir les films qui sont des outsiders. Très long, cette intro. Dans ma consommation de films, j'ai aussi pu voir des films un peu cultes qui manquaient à ma cinéphilie, comme par exemple Le Parrain 2 et Le Parrain 3. Non mais t'es sérieux mec? Les Blues Brothers, Grand Budapest Hotel, Amadeus. Non mais t'es sérieux mec? Last Action Hero. Attends quoi? T'es sérieux là mec? Impitoyable, Tree of Life. Non mais t'es sérieux mec? Oui bon ça va les amis, on peut pas avoir tout vu non plus. On croit connaître les potes et puis... Parce que bon oui, j'ai plus tendance à me tourner vers le cinéma indépendant, donc des films que personne ne regarde jamais, et passer à côté de films cultes. J'ai pas vu Le Père Noël est une ordure non plus, j'ai vu cette année. Je me désabonne. Et donc cette année de confinement m'aura permis de voir pas mal de films d'horreur que je vais vous lister dans un top 10, pas piqué des hannetons, c'est parti. À la 10e place, je mets deux films ex aequo. Ouais déjà, je commence, je ne sais pas choisir. Antebellum, qui est un film que j'ai critiqué, que vous pouvez voir sur la chaîne, qui parle d'esclavagisme comme le ferait un petit peu un épisode de Black Mirror. Je ne vais pas vous en dévoiler beaucoup plus, regardez le film ou regardez ma critique. C'est un film que j'ai pu voir en salle déjà, yes, et en plus j'ai eu une séance dégueulasse, je vous en parle aussi dans la critique, mais je suis quand même rentré dans le film, donc c'est dire que le film est intéressant et haletant. N'ayons pas peur des adjectifs. À la 10e place ex aequo, il y a aussi le film Vivarium. All we wanted was a home. Qui est un film d'horreur très énigmatique avec Jesse Eisenberg, acteur que j'aime beaucoup. Le film parle donc d'un jeune couple qui achète une maison dans une espèce de banlieue dans laquelle les maisons sont toutes similaires, et ils n'arrivent plus à sortir de cette banlieue. Et en plus, ils se retrouvent avec un enfant qu'on leur livre, comme ça, Amazon Prime, hop, tiens, cadeau, et ils se retrouvent avec cet enfant, et ils savent pas quoi en faire, et ils sont obligés de l'éduquer. Bon bref, après ça, c'est très mystérieux, je peux toujours pas beaucoup vous en dévoiler, mais c'est le pitch de base, c'est vraiment très très cool. Regardez-le. Il faut savoir que le film est très anxiogène et très frustrant dans son final. Il faut savoir être frustré. Et c'est aussi ça le cinéma, c'est frustrer le spectateur et pas tout lui mettre dans la bouche comme ça, quoi. À la 9e place, je vous propose le film Lux Aeterna, qui est un film de Gaspard Noé que j'ai aussi critiqué décidément, et cet homme critique tout sur sa chaîne. Film français, dramatique, horreur expérimentale, avec Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg dans les rôles principaux qui jouent leur propre rôle, donc c'est très méta, ça parle de cinéma, et moi les films qui parlent de cinéma, j'adore ça. Alors c'est un moyen métrage, il dure même pas 1 heure, et c'est une expérience, encore une fois, le cinéma de Gaspard Noé, c'est avant tout des expériences, plutôt que, c'est pas un scénariste le gars, clairement, mais c'est un gars qui crée des sensations chez toi. Et là, clairement, ça va créer des sensations, notamment dans ta rétine. Tu vas probablement perdre la vue ou faire une crise d'épilepsie si tu es sensible à certaines images qui sont un peu stroboscopiques. Le film se passe aussi en split screen, en écran partagé, ce qui est aussi plutôt intéressant. Ça fait penser au cinéma de Brian De Palma, pour ceux qui connaissent, évidemment vous connaissez. Le film n'est pas le meilleur de Gaspard Noé, clairement. Climax était dans le top de l'année dernière pour moi. Là, bon, il y a encore un film de Gaspard Noé, ça fait toujours plaisir qu'il sorte des péloches, mais c'est bien, c'est pas... Et c'est bien. Mais c'est pas... Voilà, le film parle de la difficulté à réaliser un film, parce que c'est l'enfer un peu sur le plateau de tournage. Voilà.
En 8e place, j'ai mis le film I See You, qui est un film, alors concrètement encore une fois, je peux pas trop vous en dévoiler, parce que voilà, ne regardez pas la bande-annonce, surtout pas, hein, essayez d'éviter de regarder les bandes-annonces de manière générale des films d'horreur, parce que ça dévoile toujours des aspects du film que t'as pas envie de connaître, donc regardez les films et vierges de toutes informations, à part celles que moi je vous donne, parce que moi je prends soin de vous, je ne vous dévoile pas les petits détails. Alors c'est un film indépendant, hein, c'est pas un gros budget, mais il a un intérêt au niveau narratif. Comme je vous disais, je peux pas vous en dévoiler plus, mais je vais vous faire un petit pitch. En gros, il y a Helen Hunt qui est dans sa maison, une belle maison, et il y a ses couverts qui disparaissent. Et elle sait pas pourquoi. Voilà. C'est tout! Connor? Alors on est plus proche d'un thriller que de l'horreur pure, mais il y a des trucs paranormaux, on sait pas, machin, c'est cool. Faites-moi confiance, on part sur de la confiance de toute façon. Regardez-le et revenez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Film suivant. 7e position, le film Ren, que j'ai vu très récemment, que m'a conseillé mon pote David. Grosse surprise. Film avec Sarah Paulson qui joue dans American Horror Story et qui joue aussi plus récemment dans Ratched, la série de Brian Murphy. Brian ou Ryan Murphy? Et donc Sarah Paulson joue le rôle d'une maman qui a eu un enfant handicapé à la naissance. Donc voilà, donc elle est très triste et puis elle essaye d'élever cet enfant qui est paralysé des jambes visiblement, comme elle peut et avec beaucoup d'amour. Et après évidemment, ça part en couille, on apprend des choses, ne regardez pas la bande-annonce, ne la regardez pas. Donc évidemment la relation entre la mère et la fille va se dégrader au fur et à mesure et la fille va essayer de s'échapper de la maison, si on peut dire ça, parce que ça va pas avec sa mère quoi, clairement. Et donc on est devant un film où on utilise le handicap comme levier pour l'horreur, parce qu'on a déjà eu des films où c'était des muets, des aveugles, des sourds même, et être en fauteuil roulant pour s'échapper, c'est galère, surtout quand tu habites dans une maison à étage. Si tu as un enfant handicapé, pourquoi tu vis pas dans un plein pied, putain? Donc le film parle des rapports qu'on a entre mère et fille, entre parents et enfants, et ces relations qui peuvent se dégrader à cause de certaines circonstances. Donc là on était un petit peu dans un film à la Misery, dans l'ambiance, et je trouve qu'il y a des choix qui sont assez surprenants et qui rendent le film pas trop prévisible, parce que voilà, la succession de choix fait que bon ben on est là, on fait ah il va se passer ça, il va se passer ça, mais parfois oui, souvent non, et ça c'est bien. Notamment le final du film que je trouve génial. Et pour moi un final réussi, ça donne une plus-value de 30% au film, environ. Le film a une réalisation vraiment très très propre, il y a une tension assez forte, c'est très thriller horrifique encore une fois, on n'est pas dans de l'horreur vraiment hardcore quoi. Il y a des moments où vraiment on claque un petit peu des fesses, et puis bon Sarah Paulson on est tout le temps content de l'avoir à l'écran. Donc film qui a réservé son lot de surprises, et on aime ça chez Drawer TV, les surprises. D'ailleurs abonne-toi, mets la cloche, il y aura des surprises. Pas du tout, mais abonne-toi quand même. 6e position, le film La Plateforme, dont j'ai déjà parlé encore une fois sur ma chaîne. En même temps, je parle que des films que j'ai aimés sur ma chaîne, donc c'est normal qu'ils soient tous critiqués. Film en huis clos, film espagnol, dans lequel il y a un hard concept. On est dans une tour verticale, du coup c'est le concept d'une tour, et c'est des gens qui sont emprisonnés à chaque étage, et il y a une plateforme qui descend avec de la bouffe. Voilà, c'est-à-dire que si tu es au dernier étage, genre il y a 300 étages, je sais pas combien, tu es au dernier étage, tu vas bouffer en dernier, tu vas bouffer les restes, et ceux qui sont en haut, les premiers, vont bouffer en premier. Et tous les mois, on inverse les positions de manière aléatoire. Voilà, donc on suit un gars qui s'appelle Goreng, et qui va évoluer. Lui, il est là de son plein gré dans la tour et tout, et donc il essaye de s'en sortir. Et moi j'ai adoré. Alors il y a des gens qui ont trouvé le film un peu putassier et tout, mais moi j'ai trouvé le concept vraiment sympa, c'est bien réalisé, c'est sans le sou, c'est malin. Quand on voit les making of, on voit que le film est malin, ils essayent d'économiser de l'argent en faisant des artifices d'accessoirisation, des artifices de décor et tout, enfin c'est vraiment super. Regardez-le, je crois qu'il est encore sur Netflix, La Plateforme. En plus, c'est un film qui pose des questions sur l'être humain, sur notre condition, sur savoir comment on peut accepter la hiérarchie, savoir comment on est dans une société, comment on est par rapport au partage. Et c'était très d'actualité à l'époque où il y avait le coronavirus, parce qu'il y est toujours le coronavirus, hein, mais à l'époque où ça débutait, qu'il y avait les premiers confinements et que les gens se ruaient dans les supermarchés sur la bouffe et pour laisser rien à personne, c'était terrible. Et voilà, donc ça montre un peu le côté égoïste de l'être humain. C'est un film d'expérience sociale, je trouve, dans une fiction. Film suivant, numéro 5, Le Diable tout le temps, qui est un thriller horrifique. Décidément, j'adore les thrillers cette année.
dans lequel on suit plusieurs personnages au destin qui vont se croiser, donc un film choral, et il y a un casting de fou. Il y a Tom Holland, il y a Bill Skarsgård, il y a Robert Pattinson, il y a Jason Clarke, et j'en passe. C'est réalisé par le producteur du film The Eyes of My Mother, film que j'adore, vous le savez, je vous en parle tout le temps. Donc il a ma sympathie, ce réalisateur, maintenant. C'est un film où tous les personnages ont en eux une noirceur, clairement, c'est des personnages super triturés qui vont rencontrer d'autres personnages qui sont encore plus triturés. Donc le titre du film porte bien son nom, Le Diable tout le temps. En plus, le film est empreint de beaucoup de religions. Ce sont nos illusions qui nous mènent au péché. Et ben, parce que le personnage de Robert Pattinson est prêtre, hein, clairement. Et en plus, voilà, il touche des petites filles. Ne faisons pas de raccourcis. Donc c'est un film où c'est la merde tout le temps. Franchement, c'est hyper dark. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il est hyper dark, je trouve qu'il est hyper bien écrit. Et en plus, la photographie du film est vraiment très très léchée. Je regardais le film avec beaucoup de plaisir, c'était une succession de tableaux. Pour moi, l'éclairage était très très beau, les décors sont vraiment aussi très immersifs. Ça se passe je sais plus où en Amérique, mais c'est vraiment des décors que j'aime beaucoup. En plus, c'est ambiance très très froide, très automnale et tout. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai rarement vu un film où la loi de Murphy s'appliquait à chaque scène. C'est-à-dire que tu vois que ça va être la merde, ça va être la merde. Et ça va être la merde encore plus, et encore plus, et toujours plus. Donc voilà, plaisir des yeux et destruction de l'âme. Pas besoin de plus pour que cela soit dans mon top d'horreur de l'année. Pour le film numéro 4, je vous propose un film qui va faire débat, évidemment, parce que c'est un drame, plus qu'un film d'horreur. Mais pour moi, c'est un drame horrifique, parce que j'avais la trouille. J'avais peur pour le personnage, j'avais de l'empathie. Et c'est le film Swallow. Et Swallow, ça parle d'une femme qui a une maladie, la maladie de Pica. Maladie où elle va manger toutes sortes de choses. Elle va commencer par de la terre, puis après ça va aller crescendo, elle va manger des objets pointus, des objets dangereux pour elle, pour son corps. Et en fait, cette femme a vraiment un problème, et cette maladie s'est déclenchée à cause de cette succession de problèmes. Alors le fait de manger des objets pas comestibles, c'est un problème en soi, mais les manger quand en plus on est enceinte, ah, c'est difficile. Alors clairement, vu qu'elle mange des clous, son enfant, ça va être Pinhead. Pinhead, le retour en 2021. Bref, cette maladie laisse transparaître le mal-être de ce personnage, évidemment, qui en fait vit dans une grande maison, une très très belle maison assez luxueuse, avec un mari qui lui aussi est très très riche, très successful, enfin voilà, il a beaucoup de succès dans son métier, etc. Dans son entourage, il est très populaire. Elle vit seule, et elle subit un peu la pression patriarcale, on va dire, et c'est ça qui la rend malade, et qui fait qu'elle va s'infliger cette souffrance avec cette maladie, qu'elle va s'infliger des objets de plus en plus durs à avaler, j'ai envie de dire. Et la pilule est d'autant plus dure à avaler quand on voit que son mari est un pauvre con. Donc le personnage de ce film est joué par l'actrice Hailey Bennett, qu'on voit dans le film précédent aussi, Le Diable tout le temps. Et c'est une super actrice. Je ne la connaissais pas trop, et là j'avoue que je suis tombé assez fan de son jeu d'actrice. Elle arrive à nous donner une empathie, elle est à fleur de peau, elle est très sensible, on sent qu'elle est très fragile et tout. Et on a envie de la prendre dans nos bras et lui dire « Putain mais meuf, ça va aller quoi, ça va aller. » Mais ça va pas du tout. Arriver à susciter l'empathie pour une maladie totalement inconnue, je trouve ça déjà fort. Et en plus, arriver donc à nous embarquer face à un film dans lequel il faut prendre le spectateur à partie, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc là, clairement, on véhicule les émotions de manière qualitative et on embarque le spectateur avec nous. Malgré des scènes très contemplatives, il n'y a pas, voilà, c'est pas spécialement d'action, hein, c'est un film dramatique très posé en huis clos. C'est dur. Hein. Si vous aimez le cinéma de Yorgos Lanthimos avec des films comme La mise à mort du cerf sacré ou Lobster, ou si vous aimez les films de Cronenberg avec le body horror, voilà, travail sur les thématiques du corps, dans l'horreur, voilà, triturer un petit peu le corps, le mettre à mal, eh bien vous aimerez beaucoup, je pense, le film Swallow. Ça y est, nous arrivons enfin sur le podium avec à la 3e place de ce top 10, le film The Lodge. Ça va aller. Fais-moi confiance. Film réalisé par le duo de réalisateurs qui ont fait le film Goodnight Mommy, qui est aussi un super film. On y retrouve l'actrice Riley Cuff qui se retrouve enfermée dans un chalet pendant l'hiver, une tempête à l'extérieur, tempête de neige. Et là, ça nous fait penser à quelque chose, évidemment. Here's Johnny. Elle est en compagnie de ses beaux enfants, avec qui ça se passe pas très bien, les relations sont un petit peu tendues, et bien sûr, ça tourne mal. Donc j'ai beaucoup aimé l'ambiance très claustrophobique du film, très à la Shining finalement. Bah ouais, ça se passe dans un chalet, à la montagne, pendant une tempête de neige avec des enfants.
Le jeu d'acteur est très bon, la photographie est incroyable. J'ai vraiment aimé l'ambiance très bleutée de la pellicule et tout. Et la tension est bonne. Enfin, franchement, le film monte crescendo, il prend vraiment son temps. Et il y a un final assez intéressant que je vous dévoilerai pas évidemment. Donc le scénario est vraiment formidable. Mais en plus, Riley Clough tire son épingle du jeu avec le personnage de Grace. Qu'elle arrive à faire évoluer et qu'elle arrive à rendre empathique et à la fois terrifiante au long du métrage. Et moi, j'ai vraiment accroché à son jeu. On pourra bien sûr penser au film Hérédité pour les thèmes abordés, le film d'Ari Aster, hein, évidemment, comme par exemple les thèmes du deuil qui sont abordés dans Hérédité, ou encore les thèmes de culte, et de secte quoi, qui sont abordés dans Midsommar et aussi dans Hérédité. On va parler du Heaven's Gate dans le film The Lodge, qui est un événement réel qui s'est vraiment passé, dans lequel dans une secte où des gens se sont suicidés en masse, quoi, en gros. Regarde, c'est Grace. Tous les membres se sont suicidés. On en parle aussi dans le film Midsommar, enfin je vous en parle dans le film Midsommar, de cet événement. Vous pouvez voir ma critique du film Midsommar. Et voilà, donc The Lodge est vraiment un film intéressant, je vous conseille de le regarder. Si vous aimez les films à ambiance, regardez-le, il est sur Amazon normalement au moment où je vous parle. Deuxième film, un film tout petit budget qui est sorti aux États-Unis en exclusivité sur Shudder, donc qui est une plateforme de streaming d'horreur, un petit peu comme Shadows, quoi, finalement. Donc ça s'appelle The Host. Enfin, ou Host, plutôt The Host, c'est un film de Bong Joon-ho, donc c'est Host. Donc c'est un film qui a été réalisé pendant le confinement. C'est un film qui se passe en visioconférence, où il y a des gens qui discutent, des jeunes, voilà, par visio, et ils vont faire une séance de spiritisme qui va mal tourner. Donc il y aura des démons, des trucs comme ça qui vont arriver chez eux, plus ou moins, je veux pas trop vous en dévoiler. Mais le film est génial, il est fait avec 3 bouts de ficelle, franchement ça prouve qu'on peut faire... Quand tu vois ce film, tu dis putain, moi aussi je peux faire un film, quoi. Et voilà, tout ce qui compte c'est d'avoir de l'originalité, d'avoir de l'envie, d'avoir un scénario qui tient bien la route et d'avoir une ambiance. Là, il y a une ambiance et il y a des jumpscares. Je déteste ça, les jumpscares, hein, clairement. Mais là, les jumpscares ont fonctionné sur moi. J'ai eu peur. J'ai très rarement peur au cinéma. Hein, mais là, franchement, il y a eu une ambiance où j'ai eu peur. J'étais avec les personnages. J'avais l'impression d'être en visio avec eux. Et les artifices sont pas putassiers. Tout est fait un peu, voilà, un peu à la main, évidemment. Ils ont fait comme ils peuvent. Mais c'est pas outrancier. Et c'est pas... ça marche, quoi. Tu vois, on n'est pas devant un film Conjuring où c'est voilà, c'est vraiment l'explosion avec la tension, avec la musique. Là, il y a très peu de musique et donc ouais, c'est très anxiogène. Ouais, ça marche. Moi, j'ai beaucoup aimé le film Host. Il dure pas longtemps en plus, je crois qu'il dure à peine 1 heure ou 1h10, quoi. Il est très bien. Je trouve ça en plus très intéressant d'utiliser le médium voilà, de la Skype conférence, un peu comme les films Unfriended, tout ça, Unfriended, les films dans lesquels voilà, en gros on utilise Internet et la visioconférence. Dans celui-là, je trouve que c'est le meilleur, c'est la meilleure façon d'utiliser Skype et tout. Ils utilisent les filtres un petit peu sur la caméra. Emma, turn the filters off. Come on. Mais ça a un impact sur l'histoire, enfin, c'est un levier pour la peur, quoi. Et je trouve ça super malin, ce film à la 2e place de mon classement. Mais qui est donc à la 1re place de ce classement? Eh bien, c'est un film qui va faire jaser. Alors là, clairement, ça va jaser. Déjà, il y a une année passée, j'avais mis Ghost Story en 1re place. On m'a dit, oui, c'est un drame, c'est pas un film d'horreur. C'est un film d'horreur pour moi, ok? Tu mets les jauges où tu veux. Et je mets le film. Attention, I'm thinking of ending things. Je veux juste en finir. Un film fabuleux, dont je vous ai déjà parlé. J'ai fait l'explication du film parce qu'il y a beaucoup de théories et c'est pas un film facile d'accès, clairement. C'est pas un film que je conseillerais à tout le monde. Mais moi, personnellement, parce que ce classement est totalement subjectif, évidemment, c'est un film qui m'a bouleversé et qui m'a aussi effrayé. I'm thinking of ending. Stay here. Excuse me? You don't have to go. I don't have to go where? Forward. Donc on suit un couple qui vont voir les beaux-parents. Donc en gros on suit une nana. C'est la nana qui est au centre du film. Et c'est elle qui dit en gros qu'elle veut en finir, dans le sens où elle veut arrêter la relation avec son petit copain. Mais elle lui a pas encore dit. Et lui, le copain, il amène cette nana voir ses parents. Il présente sa copine, quoi, tu vois. Et quand il arrive chez les parents, évidemment les parents sont chelous. Joué par Toni Collette, encore une fois, qui joue dans Hérédité, formidable actrice. Gloire à elle. Et c'est bizarre. Il y a des traces de griffes sur la porte. Les parents sont bizarres. Ils ont l'air d'avoir de la démence. Lui, il a l'air d'avoir un passé trouble. Elle reçoit des appels bizarres. On ne sait pas qui c'est. Enfin, il
Il y a vraiment une ambiance très anxiogène et très effrayante. La maison elle-même a une ambiance très très glauque. C'est là qu'est l'horreur en fait. L'horreur est d'abord déjà psychologique, hein, parce que on parle beaucoup de psychologie, on parle beaucoup de ce qu'on est, de ce qu'on pense. On est dans la tête du personnage, on entend ce qu'elle pense. Et donc on suit un petit peu son cheminement de pensée sur pourquoi elle veut en finir. Et évidemment, quand on dit qu'on veut en finir, on pense aussi au suicide. C'est un peu la double lecture. Et voilà, donc je vous laisse découvrir le film. C'est vraiment, il faut être calé, hein. Tu poses ton portable loin, tu te mets devant, tu te mets dans le noir seul, tranquillement, posé, tu prends un petit verre de, je sais pas, un petit verre de thé que tu bois à la paille comme ça. Personne ne boit du thé à la paille, hein, Et tu t'immerges dans le film. Et tu me fais confiance. Et si t'aimes pas, ben tant pis. C'est sûr que c'est pas Massacre à la tronçonneuse le film, hein, mais bon, ce film m'a bouleversé. J'ai versé ma petite larme et tout. J'ai pas eu peur, mais j'ai eu peur un petit peu pour moi, ça parle de solitude, ça parle de comment tu vas vieillir, ça parle de la relation avec tes parents, ça parle de la mort de tes parents, ta mort à toi, ta relation, ça parle de couple, ça parle de tellement de choses en fait qui font qu'on est des êtres humains et qui font qu'on est mortels et qui font qu'on est là sur Terre et quel est un peu notre but aussi sur Terre. Est-ce qu'on a raté des opportunités? Est-ce qu'on a raté des trucs? Est-ce que ce qu'on fait c'est pas vain? Tout ça, enfin, c'est très pessimiste. C'est un scénario de Charlie Kaufman, je crois même que c'est réalisé par Charlie Kaufman si je dis pas de conneries. Donc c'est un scénario de Charlie Kaufman qui a fait le scénario de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc voilà, donc le gars a une vision extrêmement pessimiste de la vie. C'est terrible. T'as envie là aussi de le prendre dans tes bras comme la meuf de Swallow. Tu prends les deux en fait, tu fais mais venez là, mais vous êtes pas bien dans vos vies. C'est aussi ça le cinéma, c'est se questionner quoi. Et ce film m'a questionné. Et c'est pour ça que j'ai versé ma petite larme, parce que je me suis reconnu dans certains trucs. Mais bon, je vais pas étaler ma vie non plus sur les réseaux. L'actrice Jessie Buckley, je la connaissais pas, et elle est franchement hyper convaincante. Elle joue un rôle poignant et plein d'empathie pour ses autres personnages. Enfin, voilà, elle est super à l'écoute de tous les personnages du film. Et elle est, comment dire, très, très tolérante, très posée, très bienveillante. J'ai beaucoup aimé ça dans un film qui est tellement dark, avoir un petit peu de lueur qui émerge de ça quand même. C'est beau, surtout que toute la noirceur est là pour l'étouffer. Enfin, excellent, excellent. Numéro 1 de mon top, sans hésiter. Maybe this is how it was always going to end. Je vous mets une petite tier list qu'un abonné m'a envoyé. Voilà, donc j'ai classé tous ces films que j'ai vus. Donc c'est à peu près tous les films d'horreur qui sont sortis en 2020. Il en manque peut-être quelques-uns, mais bon, la majorité sont là. Je les ai classés, comme ça vous pouvez voir aussi les autres films. Genre, oh mais il n'y a pas ce film. Mais regarde où il est. Je l'ai quand même bien aimé, mais je ne l'ai pas mis dans mon top. Voilà, tout est subjectif encore une fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est important. Si vous me suivez et que vous n'êtes pas abonné, bah, c'est pas cool. Hein, voilà, suivez-moi et mettez la petite cloche comme ça. Vous recevez les notifs. Et bien sûr, mettez un pouce en l'air parce que ça me référence un peu mieux et ça me donne de la force. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez de très bonnes fêtes malgré le contexte. On se retrouve bientôt. Hein? Bisous.